Merci beaucoup, Monsieur Lionel Zinsou. Je rappelle que vous avez été Premier ministre du Bénin de 2015 à 2016. Merci beaucoup, Monsieur Zinsou, pour ce regard sur le temps long, ce regard intergénérationnel donc de l'histoire. Merci pour ce plaidoyer pro domo pour une vision afro-optimiste. Je retiens l'idée « Nous sommes un continent de tous les possibles ». Ouais, c'est vraiment une très belle phrase. Nous sommes un continent de tous les possibles. Merci aussi d'avoir décrypté donc l'effet de démondialisation avec l'effet de concurrence des pays émergents sur notre région, sur l'Afrique, d'avoir rappelé ce chiffre. Il faut 90 milliards de dollars pour une mise à niveau donc de l'Afrique. Cet argent, on peut le trouver dans l'épargne courte ou l'épargne longue, surtout l'épargne longue donc de l'Afrique elle-même. L'Afrique qui peut s'autofinancer pour ses investissements. Merci aussi pour votre analyse, Monsieur Zinsou, sur l'entrée du Maroc à la CEDEAO qui nous pousse à avoir plus de confiance. Voilà, nous allons maintenant, je vais passer le relais à Monsieur Abdou Diop. Je vais peut-être demander directement, s'il vous plaît, il était question. Je vais vous demander d'abord vous remercier infiniment, applaudir de nouveau nos intervenants. C'est Hamadi Jbali, c'est Mohamed Ktani, Monsieur Zinsou, merci beaucoup. Merci pour la qualité de vos décryptages et de vos analyses. Barakallahu fik, Si Jbali. On va demander peut-être donc d'enrichir les chaises et puis demander à mon ami Abdou Diop donc, qui va modérer les deux tables rondes. Donc, Monsieur Abdou Diop, président de la Commission Afrique à la CGEM et manager parting donc, du cabinet Mazars. Donc je vais l'inviter à prendre le relais et appeler nos intervenants. Voilà. Je voudrais juste annoncer que Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement Saïd El-Othmani, va nous rejoindre vers 12h30. Donc nous terminons cette table ronde, nous essayons d'accélérer un peu parce que nous sommes un peu en retard. Mais ce sont les... Voilà, salam. Oh. C'est bon, il marche. Nous ne levons pas la séance, nous continuons pour essayer de gagner un peu de temps pour recevoir le chef de gouvernement donc à 12h30. Nous allons enchaîner, essayer de gagner du temps parce que je sais qu'on a pris beaucoup de temps pour cette cérémonie d'ouverture, cette session d'ouverture. Beaucoup de choses ont été dites. Je pense que sur le sujet aussi de l'industrialisation, nous avons épuisé beaucoup de thématiques. Mais comme nous avons dans ce panel des experts de très haut niveau, je pense que des solutions seront apportées pour que l'Afrique ne reste pas le continent des possibles, mais soit le continent où les choses se réalisent. Donc pour ce panel sur le modèle d'industrialisation du continent, je vais appeler M. Karim Ainaoui, donc, qui est directeur général de l'OCP Policy Center. M. Ainaoui, je le cherche dans la salle. Je ne le vois pas. Ah, Karim Ainaoui. Monsieur Babacar Nding, qui est directeur général adjoint du bureau d'opérationnalisation du plan Sénégal émergent. Monsieur Troumba, secrétaire général adjoint du ministère des Mines et du Développement industriel du Tchad. Monsieur Omar Yazri, qui est président du directoire de Medz. Monsieur Tariq Haman, directeur exécutif et conseiller du président de Mazel. Et Monsieur Ahmed Narkouch, associé gérant de Future Power. Monsieur Narkouch, je l'avais aperçu. Donc, Monsieur Narkouch, je l'ai aperçu tout de suite, je crois qu'il est sorti. Bon. Il nous rejoindra au fur et à mesure. Donc, ce panel est là pour partager un certain nombre d'expériences et surtout voir quel modèle d'industrialisation pour l'Afrique. Effectivement, comme le disait si bien le Premier ministre Zinsou tout à l'heure, il ne s'agit pas de reproduire des modèles. On ne va pas s'industrialiser de la même manière que la Chine et le reste de l'Asie, ni utiliser le modèle européen parce que les contextes sont totalement différents. Mais il est clair que l'Afrique ne peut se passer de l'industrialisation. Tout ce monde qui arrive sur le monde du travail, jusqu'à présent, beaucoup a été employé par l'agriculture, mais l'agriculture sera de plus en plus mécanisée, donc il y aura moins d'emplois dans l'agriculture. C'est l'industrialisation qui permettra, d'une part, d'améliorer nos taux de transformation. On le dit, on transforme moins de 10%
aujourd'hui de beaucoup de nos matières premières, et d'autre part aussi de fournir suffisamment de travail pour ces 12 millions qui arrivent régulièrement sur le marché de l'emploi. Donc je vais commencer ce panel peut-être pour planter le décor, à poser la question à mon cher ami Karim El Ainaoui, qui réfléchit beaucoup sur toutes les problématiques de l'Afrique. Monsieur El Ainaoui, quelle est votre vision du modèle de développement industriel pour l'Afrique, pour le continent? Ok. Merci Abdo. Je voudrais d'abord remercier l'association au travers de son président pour nous avoir invités. On est très heureux d'être avec vous, partenaires. Je voudrais dire 2-3 choses. D'abord, saluer le fait qu'une association d'ingénieurs s'intéresse à la dimension politique publique dans le domaine industriel, au-delà même des aspects techniques. Je voudrais dire 3 choses. La première, c'est rebondir sur le débat précédent. Je pense que la question n'est pas de savoir si l'Afrique s'industrialise. La question, c'est qu'un phénomène a été observé, c'est celui de la désindustrialisation à un stade précoce, avancé du développement. C'est-à-dire, historiquement, la part de l'industrie dans la valeur ajoutée ou dans l'emploi commençait à diminuer à peu près à 8100 $ de PIB par tête en parité de pouvoir d'achat. Donc on avait une courbe de cette nature. Et donc en Afrique, ce phénomène se passe avant. C'est ça la question. Il se passe avant. Alors bien sûr, il y a des bonnes nouvelles qui nous ont été transmises au panel précédent. Et donc ça pose un certain nombre de questions, effectivement, statistiques. Qu'est-ce qui est du champ de l'industrie? Qu'est-ce qui est du champ des services, etc. Mais il y a quand même une vraie question, parce que l'Afrique n'est pas immune des transformations profondes du domaine de l'industrie dans le monde avec la technologie, etc. Donc je suis assez d'accord que ça se passera un peu différemment, mais il y a tout de même le problème de l'absorption des excédents de main-d'œuvre dans des activités agricoles à faible productivité. Le schéma classique qui était celui, on a un déplacement de la main-d'œuvre vers l'industrie dont la productivité est plus élevée et reste intensive en main-d'œuvre, se posera. Il faudra trouver un certain nombre d'emplois massivement non qualifiés pour l'ensemble de ces migrants du secteur de l'agriculture. Donc il y a un défi politique, finalement, parce que les électeurs en Afrique sont essentiellement des ruraux. Donc les gouvernements doivent aussi trouver une solution à ça, et il y a un problème de vitesse par rapport à ça. Le deuxième point que je voulais faire, c'est un point sur les politiques publiques. On a une expérience au Maroc sur la politique industrielle qui est assez largement une offshoreisation, si vous voulez, pour résoudre des problèmes dans la conduite de politiques sectorielles ou industrielles. C'est-à-dire quand on a des problèmes de terre, d'accès aux facteurs de production, on va dégager une zone industrielle qu'on va imperméabiliser par rapport à la pression ou la concurrence, la compétition qui existe sur ce facteur de production. Ça marche, il y a des résultats, mais c'est complexe. La politique industrielle, ça veut dire mettre bout à bout plein de chaînes de politique publique ensemble, et ça pose des problèmes de coordination très très importants et très compliqués. Et il ne suffit pas de volonté. C'est-à-dire que souvent, on a un volontarisme qui semble être la solution aux difficultés. Moi, je ne crois pas à ce volontarisme, il est nécessaire. Il est aussi enthousiasmant, il est même un peu populiste, je dirais, pour être un peu dur. Mais la question qui se pose, c'est la qualité de nos politiques publiques. Aujourd'hui, on le voit bien, et c'est ressorti du premier panel, et ceux qui sont actifs dans le secteur privé le sentent bien, que c'est beaucoup plus complexe, qu'il y a une myriade de conditions pour réussir des projets industriels complexes, et que c'est bien ça la capacité des politiques publiques à réussir. Et ça, c'est pas facile à faire, et je pense qu'en Afrique, il y a une vraie question d'intégration des politiques industrielles et de la prise en compte de leur complexité, et aussi de faire des politiques publiques. On ne peut plus faire du top-down. Il faut faire des politiques publiques avec les populations. Le titre de votre session, c'était « Inclusivité ».
Donc il faudrait des espèces de laboratoires de politique publique dans lesquels vous mettez tous les stakeholders. Et c'est aussi très fortement lié à l'espèce de révolte contre l'expertise qu'on a pu voir et qui a donné certains résultats politiques dans les pays avancés d'ailleurs. Donc on ne peut plus faire des politiques qui sont designées sous un point, mais là je vais un peu teaser nos amis ingénieurs. Ce n'est pas un problème de planification et d'exécution d'un plan avec un PMO. C'est aussi un problème politique, c'est aussi un problème d'emploi et c'est aussi un problème extrêmement complexe où on doit avoir le buy-in des populations. Et ça, je pense qu'on a quelques expériences réussies au Maroc. Mazen est un modèle. Tout ce qu'on a fait autour de l'automobile est un modèle. Mais c'est très contigu à la politique publique et à l'investissement privé. Et ça, c'est complexe à réaliser. Il n'y a pas de vraie leçon. Ce qu'il faut bâtir, c'est une capacité à le faire. Et à le faire dans la transparence, dans l'ouverture, etc. Se pose aussi tout de suite après le problème de la régulation. Parce qu'une fois qu'on a de la production électrique, comment on régule, comment on fait les prix, comment on ouvre à la concurrence. Donc c'est en permanence que ces problèmes se posent là. On peut réussir une phase et buter, parce qu'on a une mauvaise régulation, parce qu'on n'a pas de régulateur indépendant, etc., etc. Donc je pense que ça ne peut se faire qu'ensemble, et je pense que la manière dont on fait les politiques publiques en général en Afrique, et c'est aussi très vrai dans les pays avancés, il commence à y avoir des expérimentations, c'est plutôt des espèces de labs, de laboratoires, de politiques publiques où tout le monde vient et on définit ensemble les choses de manière assez efficiente. Et on s'occupe du détail, on s'occupe des problèmes concrets, du détail, comment ça marche, les problèmes de concurrence, etc. Donc ça, c'est pas facile à mettre en œuvre et je pense que dans beaucoup de secteurs où il y a des retards en Afrique, c'est plus facile à faire que quand on a de l'histoire, c'est-à-dire où il y a des positions acquises, des positions de monopolistiques ou autres. Donc, mais il faut s'y mettre rapidement. Et ça, c'est tout le lien aussi, le rapport qu'il peut y avoir entre, je l'ai dit, les populations, mais aussi le lien qu'il peut y avoir entre le monde universitaire, le monde de la recherche, le monde de l'industrie, le monde des politiques publiques. Donc il faut ouvrir, décloisonner. Et c'est un peu ça la politique industrielle aujourd'hui au XXIe siècle, qu'on doit essayer de mettre en œuvre et la tester en permanence. C'est jamais vrai toujours. C'est vrai à un moment donné. Renault aujourd'hui, je vais prendre cet exemple pour conclure, Renault aujourd'hui c'est un beau succès, mais très vite, les conditions qui ont conduit à l'investissement par exemple de Renault, mais ça pourrait être dans le solaire ou autre, très vite ces conditions vont être remises en cause par l'émergence ou la mise en place de ces conditions dans un autre pays. Donc il faut dès aujourd'hui réfléchir à comment réorganiser, contribuer à la politique publique qui ancrera les anticipations de l'industriel pour qu'il organise sa chaîne de valeur différemment. Pour aller être plus spécifique, si vous prenez tout ce qui est opération simple de câblage, etc., intensif en main-d'œuvre, très vite ces choses-là peuvent être mises dans une chaîne de valeur vers des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Mais ça suppose qu'on puisse cumuler la valeur ajoutée pour garder les règles d'origine avec nos partenaires européens. Donc il y a une dimension de cette nature, il y a une dimension logistique, il y a une dimension probablement financement de cet investissement, etc., etc. Donc ça, il faut anticiper tout de suite, il ne faut pas attendre. C'est-à-dire qu'on est compétitif aujourd'hui, dans 3-4 ans, les cartes peuvent être complètement redistribuées et il faut bien comprendre ce que l'investisseur a dans sa tête. Ce n'est pas nous qui le décidons, c'est l'investisseur qui le décide. Et c'est lui qui organise sa chaîne de valeur au plan global. Le même exemple peut être vrai dans l'aéronautique, etc. Donc je pense que cette capacité, avec, comme on a ici, des gens qui viennent de différents horizons, qui ont tous une petite partie de la chaîne, il faut qu'on puisse avoir des structures, des méthodes, des manières de travailler qui permettent de mettre tout le monde ensemble. Merci.